Invité Marine Le Pen, bienvenue. Bonjour, merci d'être avec nous. Que d'événements en une semaine. Que d'événements et encore des inédits pour la Ve République qui croyait sans doute avoir tout connu et vécu. Le président de la République, François Hollande, a donc nommé son Premier ministre, puis un gouvernement réduit de moitié. Et il demande à Manuel Valls d'incarner dès mardi, c'est-à-dire après-demain, avec sa déclaration de politique générale, un moment nouveau, décisif du quinquennat. Alors il est parti, le PS soigne ses blessures et ses divisions, les Verts, prêts à soutenir sans participer, devraient s'abstenir, comprennent qui pourra, l'UMP est encore surprise d'avoir gagné autant de villes, et le Front National, votre parti, installe ses nouveaux maires. Et Marine Le Pen, vous leur donnez sans doute des recommandations, des conseils, et surtout des consignes et des règles de gestion et de morale municipale. Alors ici, vous en parlerez, et puis vous exposerez aussi vos solutions pour le pays, et peut-être pour l'Europe ou pour le pays dans l'Europe. Pour vous interroger, Michael Darmon d'ITélé et Arnaud Le Parmentier du journal Le Monde, qui pose la première question de cette émission, le grand rendez-vous. Bonjour madame, pour mardi, Manuel Valls promet un discours de politique générale concret et des surprises. Alors est-ce que le gouvernement socialiste peut surprendre ? Non, il va être dans la cosmétique. Il va dire 2 ou 3 choses qui vont vous permettre, à vous journalistes, d'expliquer que « Ouh là là, c'est incroyable, c'est un changement quand même ». Alors, une histoire de rythme scolaire ou je ne sais pas quoi. La réalité, c'est qu'il ne changera rien sur le fond. Mais c'est un gouvernement de combat. Mais non, mais ça fait 10 fois qu'on nous dit ça. Chaque fois, on nous dit ça. Et on essaye de changer de couleur de veste, puis de couleur de cravate, en se disant, est-ce que peut-être les Français vont pas reconnaître que c'est le même type qui est dans le costume. Bon, c'est pas seulement le costume. Non, mais c'est exactement la même chose. On retrouve exactement les mêmes ministres, à 1 ou 2 exceptions près. Manuel Valls et Hérault, ça va être la même politique. Aucun changement. Et quant au nouveau ministre, enfin, nouveau, c'est quand même entre gros guillemets, parce que Ségolène Royal, elle était encore une fois ministre de l'écologie il y a 22 ans. Alors, on ne peut pas dire non plus qu'on tombe à la renverse en matière de nouveautés. Cette fois-ci, vous ne pouvez pas nier que ce sont des pros et des gens plus expérimentés qui viennent. Mais ça ou qui changent de poste. Ça n'a absolument aucune importance, monsieur El-Kabach, pour une raison simple, c'est qu'ils n'ont aucun pouvoir. Est-ce qu'on va enfin dire aux Français la réalité de notre pays aujourd'hui? Ces ministres sont là pour la galerie. Ils sont là pour vous permettre à vous, journalistes, d'écrire des papiers ou de faire des éditos. Et c'est tout. Ils n'ont aucun pouvoir pour une raison simple. C'est que ce pouvoir a été transféré à une structure supranationale depuis déjà des années. Ils ne peuvent plus décider de la politique d'immigration, ils ne peuvent plus décider de la politique monétaire, ils ne peuvent plus décider de la politique budgétaire, ils ne peuvent plus même, à la limite, faire voter des lois, puisque déjà ils ne font voter que 20% de lois, 80% des lois même si commence peut-être avec vous sont l'application de directives européennes. Il est sur la ligne François Hollande ou sur celle éventuelle de Manuel Valls, Premier ministre. Mais c'est la même. Arrêtez de nous faire croire qu'il y aurait une différence. Monsieur Valls, comme je l'ai dit dès le lendemain de sa nomination, c'est la mise en place de la cohabitation sans passer par la case élection. Mais c'est pas un procédé d'intention. Regardez le sondage qui a été effectué sur Monsieur Valls. Les Français, un tiers pense qu'il est de droite, un tiers pense qu'il est de gauche, un tiers pense qu'il est rien. Donc ça n'est pas pareil, puisque c'est une cohabitation. Pareil. Mais c'est exactement pareil. Il est à droite pour vous. Mais non, c'est exactement pareil. C'est l'UMPS personnifié. C'est l'UMPS incarné. Vous ne croyez pas qu'il faut changer l'argumentation? Mais quelle argumentation? C'est toujours l'UMPS. Mais écoutez, il n'y a aucun problème, monsieur Kabach. Au-delà de l'anecdote. Je vais changer d'argumentation si vous arrivez à me donner une grande ligne où l'UMP et le PS ne sont pas d'accord. Une. Ah ben on peut dire l'Europe, les RIP scolaires. L'Europe expliquez-moi. L'immigration, c'est pas du kiff-kiff bourricot, là. Allons plus loin dans le débat, c'est extrêmement intéressant. En quoi, sur l'Europe, ont-ils la moindre différence de vision ? Zéro, monsieur El-Kabach, et vous le savez pertinemment. Non, il y en a qui veulent une politique de l'offre plus axée sur les Allemands, et la gauche du Parti Socialiste veut, par exemple... Mais je vous demande la différence entre l'UMP et le PS. Oui, pas entre la droite du PS et la gauche du PS. Honnêtement, ça fait, encore une fois, peu de différence. Mais quand même, Manuel Valls, qui, au fond, est finalement le plus libéral des socialistes, est-ce qu'il ne peut pas aussi, quelque part, vous surprendre dans les déclarations qu'il peut faire ? Les réformes qu'il peut peut-être remettre parce qu'elles
étiez trop à gauche pour lui. Est-ce qu'il ne peut pas vous surprendre un peu quand même? Est-ce qu'il ne peut pas accélérer le processus de délitement de l'économie française à cause de l'extrémisme libéral? Peut-il l'accélérer? Il peut toujours l'accélérer, c'est sûr. Mais est-ce qu'il peut changer totalement d'optique et de vision? Bien sûr que non. C'est quoi l'extrémisme libéral de Manuel Valls? L'extrémisme libéral, c'est ce que nous vivons depuis des années. C'est-à-dire, c'est la disparition totale des frontières, c'est la dérégulation totale, c'est le fait que l'Union européenne vient aujourd'hui, enfin hier, de condamner à nouveau le soutien financier des grandes entreprises françaises comme la SNCF ou la RATP, c'est la concurrence internationale déloyale, c'est la mise en concurrence sauvage de l'ensemble des salariés sur le territoire de l'Union européenne. Et tout cela, M. Valls le soutient. Mais M. Copé le soutient aussi. Mais alors pourquoi vous estimez, ou est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, Manuel Valls, dans ce qu'il va dire, va être dangereux pour le pays? Non, mais Monsieur Manuel, c'est un danger. Et Monsieur vous avez vu Valls, qu'au-delà du symbole, et ça peut vouloir dire beaucoup, dangereux. Il a choisi de se mettre sous la protection historique de Clémenceau et de Blum, dont il a même pris le bureau. Oui, mais d'accord, mais ce sont des artifices de communication. Des symboles. Oui, non, ce sont des artifices de communication, ça n'a aucun sens. Il est dangereux. Monsieur Valls, moi, me fait peur. Pourquoi? Et ça fait déjà longtemps, parce que je pense que c'est un homme qui n'entend pas respecter les grandes valeurs républicaines de la France. Mais comment vous pouvez le dire, Il a très peu de respect pour la liberté d'expression. Il a d'ailleurs annoncé d'ores et déjà qu'il visait à réduire la liberté d'expression, notamment sur Twitter, ce qui, évidemment, va totalement à l'encontre de la pensée qui est la mienne. Comment il l'a dit? Il a dit qu'il envisageait d'interdire, quand il était ministre de l'Intérieur, notamment un certain nombre de hashtags, etc. Ça, c'est une interdit. Les hashtags qui sont de l'incitation à la haine raciale. A priori, monsieur, toute interdiction, a priori, est une censure. Eh bien, moi, les censeurs m'inquiètent. Je suis pour la liberté sur Internet, je suis même pour la constitutionnalisation. Laissez-moi terminer ma phrase. Laissez-moi terminer une phrase. Oui, il n'y a pas de problème, terminé. Même voilà. deux. Allez-y. Les trois. Donc, moi, je suis pour la constitutionnalisation de la liberté sur Internet, à charge pour ceux qui dépassent la loi d'avoir une responsabilité personnelle a posteriori. La loi de Michaël Darmon. La loi, en l'occurrence, n'est pas appliquée. En tout cas, M. Valls veut la violer. Et moi, je trouve ça très inquiétant. Ce ne sont pas des procès d'intention. J'ai vu M. Valls arrêter préventivement des candidats du camp adverse, notamment le 11 novembre, sans aucune explication ni justification. Voilà, je trouve que c'est un homme qui, encore une fois, n'a manifestement soit pas conscience des grandes libertés publiques, soit en a conscience et envisage de les restreindre. Alors même si elle revient au gouvernement, son retour reste un événement. Ségolène Royal, est-ce que vous trouvez qu'à cette place-là, elle peut aussi finalement avoir des prises de position qui peuvent étonner? Elle a commencé avec la remise à plat de l'écotaxe. Est-ce que c'était... Vous lui donnez raison ou pas? Oui. Même si ça a enflammé le débat. Oui. Donc il y a des inflexions quand même. Oui, quoi? Oui, je suis pour l'interdiction de la suppression de l'écotaxe, très clairement, et je l'ai été depuis bien longtemps. Et vous le remplacez par quoi? Depuis sa mise en œuvre. Rien. Rien. Un péage pour tous les contribuables? Rien, monsieur le Gabache, rien. Comment on finance les infrastructures, etc. On le laisse au privé, etc. Comment on les a financés depuis 20 ans? Par le déficit? Et tout d'un coup, il faudrait... Non, mais attendez, vous voulez que je vous trouve des économies? Arrêtez d'essayer de nous faire rentrer dans ce tunnel-là. Ça, c'est le tunnel des extrémistes libéraux. Ça, c'est ce tunnel-là contre lequel que moi, je veux combattre. Vous voulez faire des économies? Il n'y a aucun problème, monsieur le Parmentier. On va réduire considérablement les aides qui sont accordées aux clandestins. On va lutter contre la fraude sociale. On va arrêter de verser 7 milliards nets que conserve l'Union européenne chaque année. On va lutter contre les gaspillages de la décentralisation. Moi, je vais vous les trouver, les milliards. Tout à l'heure, dans la deuxième partie. Pas. Mais sûrement avec les mairies gagnées par le Front National. Sûrement pas en continuant à faire peser sur les Français, sur les classes moyennes, sur les PME, sur les TPE, sur les classes populaires, des augmentations ininterrompues de taxes et d'impôts. Donc, monsieur le Parmentier, d'ailleurs, votre analyse démontre c'est bien, j'aime bien que vous sa le disiez. faiblesse, puisque les déficits ne baissent pas, la dette ne baisse pas. Bon, on est déjà passé de la campagne municipale à la campagne européenne. Et souvent avec les mêmes arguments, on va avancer. Michaël Darmon parlait de Ségolène Royal. Elle est chargée, elle aussi, de la transition énergétique. Comme elle est à la fois une technicienne, une spécialiste de l'écologie et une politique, est-ce que vous êtes rassuré? Au moins pour ça.
Mais est-ce que vous... Moi, je ne sais pas, j'ai l'impression d'être en... Je crois que les Français sont en décalage avec vous. Je crois que tout ça, ils s'en moquent. Je vous le dis franchement. Ils salue la nomination de Ils se Ségolène moquent du Royal. nucléaire, ils se moquent du gaz de schiste, les Français, ils se moquent de savoir ce qui va être comme prix qu'on... de l'électricité. Non, ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur offre une grande vision de ce que va devenir notre pays. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur dise où on va. Or, aujourd'hui, le signal qui est lancé, c'est on continue à aller dans le mur. On continue de prendre la voie du chômage de masse, de prendre la voie de la concurrence internationale déloyale, de prendre la voie de l'effondrement économique de notre pays. On prend la voie de l'effondrement du système de protection sociale français. C'est cela la voie qu'on leur offre. Ce qu'ils attendent, c'est un changement radical de voie. Pas de savoir si Mme Royal a les compétences pour son ministère de l'écologie ou pas. Donc on ne vous pose pas d'autres questions sur les ministres, mais aujourd'hui, les socialistes dans le pays sont minoritaires. Ils ont la majorité au Parlement. Ils s'en moquent. Est-ce que vous pensez qu'ils sont plus légitimes? Mais non, mais ils s'en moquent complètement. Non, mais la question. Mais non, mais ils s'en moquent complètement. Ils ont le soutien de l'UMP. Est-ce que vous pensez qu'on peut tenir 3 ans comme ça s'ils ne sont pas légitimes? Mais ils ont le soutien de l'UMP. Où est le problème? Au Parlement, ils ont le soutien du MEDEF. Monsieur Valls a été nommé. On nous a expliqué que c'était très bien parce que ça rassurait les marchés. Le MEDEF a applaudi. L'UMP s'est retrouvé dans une situation extrêmement complexe, très mal à l'aise, car c'est vrai que M. Valls pourrait être, après tout, de manière indifférenciée, un ministre de François Hollande, comme il pourrait être un ministre de Jean-François Copé. Ça ne pose aucune difficulté. Donc, ça n'a aucune importance d'être minoritaire dans ces conditions. Alors, justement... Et ça peut durer 3 ans, comme ça. Mais ça peut durer 3 ans, sauf si les Français mettent le Front National en tête aux élections européennes. Oui, qu'est-ce que ça changerait si vous étiez en tête? Ça changera tout. Pour le moment, c'est l'UMP qui est premier parti. Ça changera tout. Oui, enfin, il y a 15 jours, c'était le Front National. Excusez-moi, à 1% près, ne prenons pas quand même beaucoup de... Alors, pas attention, qu'est-ce que ça changerait si le Front National arrive en tête aux européennes? Car ça voudrait dire que les Français ont bien détecté quel était l'immense problème de notre pays. La perte de la liberté de la France, la perte de sa souveraineté. Et ils voudraient... Est-ce que ça abrégerait le mandat présidentiel? Il lancerait un signal très fort. Il faut que le peuple français redevienne propriétaire de son destin, retrouve la maîtrise de son destin. Que pourrait faire alors François Hollande? Dissolution? Évidemment, il ne pourrait que dissoudre l'Assemblée nationale. Donc, il faudrait si le Front National est parti numéro 1, vous pensez qu'il y aura dissolution et probablement cohabitation? Je pense qu'il faudrait à tout prix que le président de la République en revienne au peuple, en revienne à l'expression du peuple souverain. Et vous pensez Je ne vois pas comment il pourrait faire autrement, puisque l'Union européenne est une coproduction UMPS. Bon, alors donc dissolution, vous pensez remporter les élections? Je pense que nous pourrions à nouveau créer une grande surprise. Une grande surprise, ça veut dire quoi? Remporter quelques sièges? Non, pas beaucoup plus que quelques sièges, monsieur le Parmentier. Oui, mais vous n'avez pas la proportionnelle qui vous permettrait d'entrer. Alors c'est la question. La vraie question, c'est est-ce que le président de la République peut vous faire ce cadeau? Non, peut dissoudre l'Assemblée sans en revenir à la proportionnelle. Il l'avait proposé aux Verts, qui n'ont pas voulu rentrer au gouvernement, semble-t-il. Est-ce qu'ils n'ont pas fait une erreur majeure? Oui, mais encore une fois, les Verts, c'est une béquille. Moi, je veux bien qu'on discute de la béquille si on est pendant une heure. Elle a l'air d'être cassée, mais la béquille. Voilà, oui, c'est une béquille qui parfois est défaillante. Vous voyez, je sais pas, ils ont enlevé le bitonio, là. Elle vient de s'affaisser. Mais c'est une béquille. C'est une béquille. C'est un parti supplétif, les Verts. Ils aimeraient bien, d'ailleurs, qu'il en soit autrement. Mais c'est un parti supplétif. Bon. Donc, ça a assez peu d'intérêt dans notre débat. Eh bien, nous allons nous retrouver avec vous, Marine Le Pen, dans un instant pour la suite de cette émission, Le Grand Rendez-vous. Marine Le Pen, vous êtes notre invitée. Bienvenue au Grand Rendez-vous. Question Michaël Darmon. Quelles consignes avez-vous données aux maires Front National sur la laïcité et en particulier, par exemple, sur les menus dans les cantines scolaires? Moi, je n'ai pas de consignes à donner aux maires pour une raison simple, c'est qu'ils ont demandé et obtenu l'investiture Front National Rassemblement Bleu Marine et par conséquent, ils connaissent pertinemment quels sont les éléments de la charte
qu'ils ont signée, qui était la charte des points fondamentaux qui nous apparaissaient incontournables dans une gestion municipale. Dans le cadre de ces points, il y avait effectivement revoir les subventions aux associations politisées, aux associations communautaristes, il y avait défendre la laïcité dans tous ces aspects, au niveau bien entendu du municipal, et il y avait le premier point essentiel qui était de ne pas augmenter les impôts pour le Rassemblement Marine et de les baisser pour le Front National. Mais la question qu'il a posée sur les menus dans les cantines, oui. Parce que ça a provoqué un tollé, des protestations qui commencent des oui, musulmans, des associations musulmanes et juives. Car l'idée de dire, si vous voulez, que je n'admets pas que dans notre pays, la France, le porc soit interdit dans les cantines, ça fait hurler. Donc, mais ni halal, où ni en cachir. sommes-nous arrivés donc Ni halal, ni cachir. Où donc en sommes-nous arrivés pour que le porc, qu'il soit acquis par tous nos bien-pensants, que le porc doit être supprimé des écoles françaises. Mais est-ce qu'il peut y avoir des menus sans porc? Est-ce que vous vous souvenez Est-ce qu'il peut y avoir des menus sans porc? Mais il y a toujours le choix maintenant. C'est un faux débat. Il y a toujours le choix. Mais souvenons-nous quand même, il y a quelques mois, de ces milliers de mousses au chocolat qui avaient été jetées à la poubelle au Havre parce qu'il y avait de la gélatine de porc à l'intérieur. Mais encore une fois, je trouve ça scandaleux. En tout cas, c'est ce que pensent mes électeurs, les Français qui ont confiance en nous, et par conséquent, nous ne reculerons pas sur ce type de sujet. Alors, puisque vous n'avez pas de consigne, on va dire, entre guillemets, idéologique, à la différence de la précédente période municipale, en quoi reconnaît-on une ville Front National? Eh bien, c'est une ville où, justement, la laïcité est respectée et imposée. C'est une ville où les gaspillages cessent. C'est une ville où baisse... ardent défenseur de la laïcité. C'est une ville où vont baisser les impôts, en tout cas, le plus rapidement possible, étant entendu qu'il y a un certain nombre de ces villes qui sont dans une situation financière dramatique. Alors, quel gaspillage? Où est-ce que vous faites des économies, madame? Oh, mais il y a des tas de gaspillages qui sont effectués dans les mairies, comme il y en a d'ailleurs dans les conseils régionaux, des dépenses de communication absolument inouïes. On passe par des structures, une externalisation d'un certain nombre de missions, alors qu'on pourrait parfaitement les effectuer avec les agents municipaux. Il y a énormément de gaspillages qui sont faits. On voit bien contre le communautarisme, et vous indiquez bien, à partir de ce que vous voulez faire, que les maires précédents étaient, eux, ou dans le laxisme ou dans l'illégalité. Mais vous avez dit il n'y a aucune raison pour que le religieux entre dans la sphère publique. Oui. Ouais. Ça se manifestera de quelle façon ailleurs? Dans les lieux de culture, dans les administrations? Est-ce qu'il faudra éviter de porter la croix chrétienne, le voile, la kippa, que sais-je? Mais attendez, que les choses soient très claires. Les subventions aux associations communautaristes, nous sommes contre. C'est clair. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il peut exister des associations communautaristes, mais qu'elles ne peuvent pas, à partir du moment où elles sont communautaristes, venir réclamer des subventions et de l'argent public. Il faut qu'elles vivent avec les adhésions de ceux qui veulent participer parce qu'ils ont eux-mêmes une vision communautariste à ces associations. Donc c'est aussi simple que cela. Et je vous rappelle encore une fois que c'est quand même l'esprit de la France, c'est quand même l'esprit de notre Constitution. Et c'est si vrai que quand Nicolas Sarkozy, monsieur El Kabbach, avait confié à Simone Veil le soin d'introduire le concept de communautarisme dans la Constitution, elle a refusé cette mission. C'est donc bien que le communautarisme est contraire à nos valeurs, est un danger. Bien sûr, moi je crois que le communautarisme est le cancer de la société française. Voilà, je le crois et je ne veux pas de ce communautarisme importé par les anglo-saxons, imposé par l'Union européenne une fois de plus et qui va à l'encontre de nos valeurs républicaines. Vous êtes sur la ligne de Manuel Valls, qui a fait du retour aux valeurs républicaines le fondement de sa pensée politique. Mais encore faut-il qu'il les comprenne, les valeurs républicaines, parce que manifestement la liberté d'expression, en tout cas, il n'a pas compris. Non, mais sur le communitariste, sur la laïcité... Mais qu'a-t-il fait exactement? Il a fait quoi? Emmanuel Valls, il a voulu cet été intervenir sur le développement du voile dans les universités ou dans les enseignements. Il s'est d'ailleurs opposé à Madame Taubira, par exemple. Mais vous voyez bien que ça ne fonctionne pas. Parce que la loi Taubira était très édulcorée. Non, mais rien du tout.
Rien du tout. Aujourd'hui, la laïcité continue à s'enfoncer dans notre pays. Il y avait une chose urgente à faire. C'était notamment faire une législation permettant aux entreprises de lutter contre les revendications communautaristes dans le privé, car on a pensé au public. Bon, à mon avis, on n'est pas allé aussi loin, assez loin, mais on en a déjà parlé. Mais dans le privé, on laisse les entreprises confrontées à des revendications sans leur donner les outils juridiques. Les entreprises les outils qui juridiques se sentent pour obligées pour aujourd'hui l'éviter. d'offrir des lieux de prière à ceux qui veulent, aussi bien les juifs que les musulmans. C'est fini, ça aussi? Dans les villes? Ah, mais moi, je donnerais aux entreprises la possibilité juridique de s'opposer, évidemment, à toutes ces revendications communautaristes, bien entendu. Mais elles peuvent y accéder si elles veulent. Ah, elles font Et ce quand qu'elles veulent. les pouvoirs Ce sont des publics- entreprises c'est pas une privées, manière elles de- font ce qu'elles veulent. Mais aujourd'hui, le débat n'est pas là. Aujourd'hui, le débat, c'est que beaucoup d'entreprises n'ont pas la possibilité juridique de s'y opposer, car elles ne savent pas si elles ont la possibilité de s'opposer Mais dans les à ces villes, revendications. Dans les villes dont les maires seront Front National, il y aura cette tentation, enfin cette tendance ou cette décision. Non mais, monsieur El Kabbach, les villes n'ont aucune influence sur ce type de législation. Je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas dire n'importe quoi. Il y a Les des villes, ont par des exemple, qui il y a accordent des des villes subventions qui ont ou des des deniers. compétences. Elles n'ont pas cette Par exemple, compétence-là. Madame Le Pen, en il y a France. aussi- il y a des villes qui accordent aussi des subventions, des deniers, pour réparer souvent les lieux de culte, quelle Sinon- que soit la religion. Vous voulez ça le supprimer? Ça dépend si c'est une église ou pas, pour une raison simple, monsieur, c'est que l'église appartient à l'État. L'église appartient au patrimoine culturel français. Par conséquent, dégager de l'argent public pour réparer un bâtiment qui appartient aux Français, au patrimoine français, c'est tout à fait légitime. Venir dépenser de l'argent pour des lieux de culte, c'est interdit par la loi de 1905. Alors, je vois bien que depuis des années, les municipalités, pour faire du clientélisme, détournent la loi, contournent la loi, parce qu'il y a passent par des baux amphithéotiques à 1 euro, Madame Le Pen, etc., parce que- etc. Eh bien, ça, c'est interdit. Et il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que grosso modo, il y a autant d'églises qu'on veut en France qui sont entretenues par l'État et il n'y a pas de problème pour nos compatriotes musulmans qui n'ont pas de lieu de culte. Non, écoutez, cette légende-là, hein, je crois qu'il faut arrêter. Il y a énormément de lieux de culte musulmans. Énormément. Ah, on n'est pas en train de Voilà. rallumer des querelles. Énormément. Il n'y a pas de problème de financement des lieux de culte musulmans, tout va bien. Mais ça ne me regarde pas, monsieur. Car depuis 1905, ça ne regarde pas l'État, monsieur le parlementaire. Je sais que ça ne regarde pas Ça l'État, n'est mais est-ce pas que ça notre regarde la problème. politique? Ça n'est pas notre problème. Ça regarde les fidèles. Alors je rappelle les choses très clairement. Notre position, pas de financement public. Pas de financement public. Pas de financement étranger. Voilà, ce sont les principes que nous défendons. en quoi Des les- lieux de culte, pas de problème, financés par les fidèles. Simplement, on ne rallume pas la querelle de la laïcité, des querelles qui étaient éteintes. Éteinte. Oui, qui étaient- Éteinte pour qui? Pour vous? Bah, Éteinte pour M. Valls, mais pas éteinte dans les quartiers, M. El Kabbach. Pas éteinte pour ceux qui vivent dans leur chair au quotidien le recul de cette laïcité. Pour eux, rien n'est éteint. Au contraire, ça flambe. Et vous pour l'avez eux. senti, Ça oui, flambe vous dans l'avez leur senti esprit. pendant la campagne municipale. Et Michael évidemment. Darmon. Une observation aussi du résultat des municipales, c'est qu'on voit que les hiérarques, les personnalités connues du Front National ont perdu lorsqu'elles étaient candidates, au profit des gens moins connus qui ont remporté les villes. Comment vous l'expliquez? Non, je crois que vous ne regardez pas par le bon prisme. La réalité, c'est que les dirigeants, un certain nombre Florian d'ailleurs de Philippot, dirigeants Louis du Alliot, Front National, oui, d'accord, mais se sont attaqués. Gilbert Collard, toutes les personnalités se très sont médiatiques du FN ont perdu. Non, mais que ce soit Florian Philippot ou Louis Alliot, ils se sont attaqués à des véritables forteresses. Forbach, il n'y avait jamais eu de liste Front National dans cette ville. Par conséquent, c'était une véritable forteresse. Bon, et quant à Louis Alliot, c'est le système Alduy qui a mis la ville en coupe réglée depuis 50 ans. Il avait fait 9% au municipal en 2008. Il a terminé à 45% cette fois-ci. personne ne peut dire Donc qu'il y a la une prochaine fois, progression, ils gagneront ces villes. électorale, Exactement comme de la même manière. nier, Oui, évidemment. on peut le dire. Même si Jean-François Copé dit au journal du dimanche aujourd'hui, vous avez 1500 élus, lui il en a 106 000. C'est-à-dire Oui. que le rapport des forces, Il ramène à la réalité. Oui, à la réalité, Oui. il vous inspire la modestie. Oui, c'est bien. Non, oui, mais il peut m'inspirer la modestie, il n'y a pas de problème. Mais comme C'est lui. il ne propose 106 000. aucun changement à la politique qui est menée, je ne vois pas à quoi il sert, M. Il Copé. n'y a pas un effet d'optique À quand même, quoi sur le sert-il? poids réel Non, mais à quoi du FN Non, mais par moi, je rapport à pose la l'UMP? question. À quoi sert l'UMP? Voilà, je pose une question à tous les Français. À quoi Il va sert ce mouvement? à diriger la moitié des villes de C'est plus de ça, 50 000 à habitants. faire exactement la même politique que le Parti Et Socialiste. apparemment, ça Et à marche, venir puisqu'il a d'ailleurs, gagné.
à venir d'ailleurs sauver le Parti socialiste quand celui-ci est en danger, face à un candidat du Front National, comme ils l'ont fait à Forbach, comme ils l'ont fait C'est-à-dire qu'on a constaté que dans certains cas, des électeurs villes. du Front National du premier tour sont allés vers l'UMP. Mais les électeurs sont libres, monsieur El Kabbach. Oui, non, mais ils sont libres. Vous avez remarqué que dans leur liberté, ils vont plutôt vers l'UMP. Non, mais ce qui est choquant, c'est lorsque des députés UMP viennent à un meeting de soutien d'un candidat socialiste à Forbach. Ça, c'est choquant. Quand l'UMP fait une liste d'union avec le Parti communiste pour battre le Front National, ça, c'est choquant. Michael Darmon. Est-ce que votre progression ne vous n'oblige pas aussi à évoluer? Parce que vous restez dans le ni droite ni gauche, pas d'alliance. Est-ce qu'au fond, un jour, vous n'allez pas être obligé, finalement, d'en faire? Sinon, vos électeurs pourraient vous reprocher... Vous aimeriez bien que je sois comme les autres. Eh bien non, je sinon, ne suis pas comme les autres. Vos électeurs pourraient vous dire, mais qu'est-ce qu'on fait de ce vote? Qu'est-ce qu'on fait? Non, mes électeurs, ils ont conscience que nous n'avons rien à faire avec l'UMP et le PS. Et c'est pour ça qu'ils votent pour nous. Parce qu'ils veulent une politique radicalement différente de celle qu'a menée l'UMP en France et celle qu'a menée le PS en France, dont ils ont de plus en plus de mal à voir d'ailleurs la différence entre les deux. C'est pour cela qu'ils sont de plus en plus nombreux, Monsieur Darmon, à nous faire confiance. Et c'est la raison pour laquelle aussi, aux élections européennes, ils vont, je l'espère, massivement voter pour le Front National. Parce qu'ils voient bien que le Front National est le seul mouvement qui veut remettre en cause l'euro, qui veut remettre en cause radicalement la directive détachement des travailleurs. Alors que l'UMP et le PS ont une responsabilité commune dans la situation que vivent les Français du fait de ce carcan européen. Alors on voit ce qui est probablement votre stratégie, votre plan en 3 étapes. Les municipales, ça y est, c'est réglé, on voit avec quel résultat. Les européennes, vous vous y préparez, vous entrez en campagne et on va en parler dans un instant. Pour la présidentielle, il y a 2 remarques. Vous n'avez plus de soucis à vous faire pour les 500 signatures. Vous les avez déjà mis pour 2017. Non, ce sont les maires qui donnent les et comme parrainages. Vous avez des élus. Mais, ce sont les maires qui donnent les parrainages. Mais est-ce que vous pensez au rythme où ça va que vous serez présente au 2e tour de 2017 ? Oui, je le crois, bien entendu. Je me bats tous les jours pour cela, car c'est le seul moyen d'arracher la France à sa situation. Moi, je n'ai pas le goût de l'effort inutile. Je ne suis pas là pour construire un mouvement qui aurait vocation à accumuler les postes ou à accumuler les places sans proposer un changement radical de politique. Et qui sera le 2e ? Je pense, mais je ne sais pas. Mais je ne sais pas, je ne veux pas faire de commentaires. Celui que les Français auront décidé de mettre au second tour. Vous pensez que vous serez là ? Je pense, mais bien entendu, je pense même parce que, encore une fois, la France est à la croisée des chemins. À la croisée des chemins. Je pense que si les Français ne font pas le choix en 2017 de retrouver la maîtrise de leur destin, d'être à nouveau maîtres de leur propre pays, eh bien alors la France continuera à s'enfoncer jusqu'à atteindre un niveau qui déjà nous met dans la position d'un pays en voie de sous-développement dans toute une série de domaines de la vie économique et sociale. Ce que nous allons voir dans la 3e partie de cette émission avec vous, Marine Le Pen. À tout de suite. Invité pour cette émission Le Grand Rendez-vous, Marine Le Pen. Alors, il y a encore pas mal de questions. On va essayer d'aller vite. C'est d'abord Michael Darmon. Alors, Vivendi donc, a choisi Numéricable pour vendre SFR. L'État s'était beaucoup engagé pour Bouygues. Est-ce que c'est un échec de l'État stratège ? Clairement, mais M. Montebourg passe sa vie à dire qu'il va mettre des coups de pied aux fesses à la terre entière, moyennant quoi c'est lui qui en prend, puis un certain nombre, et puis souvent quand même, après Florange, cette affaire-là. On voit bien qu'aujourd'hui, l'économie a pris le pas sur le politique. C'est la vraie grande question d'ailleurs qui sera posée aussi aux Français dans le cadre de cette Union européenne. Mais est-ce vrai quand on voit que le commerce extérieur bascule par exemple du côté de la diplomatie ? Là, c'est la politique peut-être qui reprend ses droits. Pas du tout, absolument pas, au contraire. C'est l'économie qui prend la main sur le politique. Et c'est bien tout le problème d'ailleurs de ce symbole. Le commerce extérieur passe sous l'égide du Quai d'Orsay. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la diplomatie, c'est uniquement l'économie. Et c'est très malheureux, parce que la diplomatie, c'est bien autre chose. Quand on est un grand pays... de dépendance à l'égard de certains pays. C'est-à-dire on ne peut pas peut-être négocier diplomatiquement le matin et l'après-midi dire « s'il vous plaît, venez investir chez nous ». Eh bien, c'est très inquiétant. Car la politique, la diplomatie, c'est vraiment de la politique pure. Et à partir du moment où on mélange la diplomatie et l'économie, alors on montre d'ailleurs le vrai visage de ce gouvernement. Et c'est peut-être aussi une autre raison, Monsieur le Parmentier, c'est peut-être pour permettre à la négociation rapide de cet accord de libre-échange Union européenne-États-Unis, que je conteste formellement, contre lesquels je mène un combat de tous les jours, parce qu'il va avoir comme conséquence probablement l'effondrement de notre agriculture, mais est-ce qu'il va pas y avoir un l'effondrement de notre industrie. Puisque la commission actuelle avec Barroso, qui est le principal négociateur,
et sur le départ. Elle va être remplacée. Est-ce qu'il ne faut pas au moins attendre et renforcer les négociateurs pour que les intérêts nationaux soient mieux défendus? Mais il y a zéro négociation possible, monsieur El Kabbach. La simple existence de cet accord de libre-échange, la disparition des barrières douanières, tarifaires et non tarifaires va être un drame. Un drame d'abord pour une raison essentielle, c'est que le dollar vaut 30% moins cher que l'euro. Ça veut dire que même avec des coûts de production qui seraient équivalents... Il a commencé à baisser l'euro. Ça ne change rien, qui seraient équivalents. Mario Draghi, ils ont 30% de plus de fait de compétitivité grâce uniquement au taux de change de leur monnaie. Inutile de vous dire que vous rajoutez à cela, évidemment, des moyens de production qui sont sans commune mesure avec les nôtres. Nous allons nous faire manger tout cru. Puis je vais revenir sur la question qui a été posée par Michael Darmon à propos de Numéricable. Vivendi a choisi Numéricable. Mais pour soutenir Bouygues, à un moment, il y avait l'aide des Dassault, de Co, Jean-Claude Mailly de Force ouvrière, et même la Caisse des dépôts. Est-ce que c'était leur rôle et est-ce que c'était normal ? Bon, je trouve que c'est plus normal que la Caisse des dépôts essaye d'avoir une influence sur ce genre de concentration privée plutôt que d'investir dans la boîte de production de Carla Bruni, vous voyez. Pascal Lamy et 3 économistes de gauche plus stratégique. qui sont réputés, on peut donner leur nom, ont lancé le débat. Un SMIC trop élevé aurait des conséquences négatives sur l'économie et l'emploi. Et il proposerait un SMIC adapté à la formation, à la géographie régionale, à l'âge. Qu'est-ce que vous en pensez quand d'autres économistes expliquent qu'une hausse de 1% du salaire minimum, c'est 25 000 emplois détruits? Mais on est exactement dans la logique de ces extrémistes libéraux ou de l'extrême libéralisme. Voilà. Il s'agit de tout déréguler. Il s'agit de flinguer consciencieusement toutes les législations de protection des salariés, quelles qu'elles soient, les unes après les autres, pour permettre aux entreprises de pouvoir faire un bénéfice absolument maximum. C'est le mondialisme à l'œuvre, imposé à l'Union européenne. Nous voulons retrouver la croissance et l'emploi, alors il faut nous débarrasser de l'euro. C'est un des moyens. Deuxièmement, il faut retrouver la maîtrise économique de nos frontières. Il faut arrêter la concurrence internationale déloyale. Il faut arrêter de mettre les salariés... Il faut arrêter de mettre les salariés en concurrence avec des travailleurs à bas coût. Est-ce qu'il faut alléger leurs charges ? Est-ce qu'il faut alléger les charges sur le SMIC ? Est-ce que c'est une manière de les aider ? Il faut, je l'ai proposé, moi, pendant la campagne présidentielle, augmenter le salaire minimum, non pas par une augmentation du SMIC qui pèse sur les entreprises, mais grâce à une prise en charge par l'État de la part salariale des cotisations sociales, ce qui entraînerait une augmentation automatique du net. Vous pensez que le SMIC, aujourd'hui, le montant du niveau du SMIC est trop élevé? Mais pas du tout, c'est exactement l'inverse que je suis en train de vous dire. Ouais. Je suis en train de vous dire que dans toute une série d'endroits, on ne peut pas vivre avec le SMIC. Il faut pas se raconter. Il est de combien aujourd'hui le SMIC mensuel? Il est de à peu près 1 100 euros. On ne peut pas vivre avec ça à Paris. 1445. Oui, net. Au passage. 1400 brut mensuel. Oui, brut mensuel. 1445 mais moi, je vous parle du net, moi, parce que c'est avec le net qu'on vit. C'est pas avec le brut. Hein. Bon, question de Michael Darmon. Ou Arnaud Le Parmentier. Michel Sapin part à Berlin dès demain. Est-ce que vous pensez qu'il va obtenir un délai ou une nouvelle manière de réduire les déficits de Angela Merkel ? C'est encore une fois, que les choses soient claires. Nous n'avons plus la maîtrise de notre budget. C'est le Parti socialiste qui l'a décidé main dans la main avec l'UMP. Ça veut dire que nous sommes contraints de mettre en œuvre les politiques qui sont décidées par l'Union européenne. Or, aujourd'hui, c'est Mme Merkel qui dirige l'Union européenne. C'est un fait. Alors, ils imposent l'austérité, cette austérité dont nous savons que ça ne fonctionne pas. Elle ne remplit même pas son objectif. Maintenant, le FMI parle un peu comme vous. Pardon. Le FMI parle un peu comme vous. Elle crée une souffrance, une souffrance inouïe dans le peuple sans arriver à ses objectifs qui est, soi-disant, la baisse des déficits et la baisse de la dette. Le Pen, on voit la France qui tente de différer également, donc d'avoir un nouveau délai pour la réduction du déficit. Est-ce que c'est une bonne chose ? Un délai pour après les européennes, non ? Est-ce que c'est une bonne chose ? On voudrait un petit peu de délai, avec 2 mois de délai. C'est un petit peu comme la nomination de M. Montebourg. M. Montebourg, il est ministre du mensonge électoraliste, mais en CDD de 2 mois.
C'est-à-dire pendant 2 mois, il va nous faire le cinéma de acheter français, de fabriquer français, de comment cette Union européenne qui cherche à nous brimer, c'est un scandale. Et puis après 2 mois, on dira bon bah écoute, voilà, t'as fait le boulot, merci, au revoir. Il n'y en a pas un des 16, par exemple, ou un des socialistes qui peut avoir grâce à vos yeux? Non. Non, Aucun, tous ceux, monsieur El Kabbach, qui ont mis notre pays dans la situation dans laquelle il est, et ils sont tous responsables de cette situation. Tous ceux qui ont retiré au peuple français sa liberté, la maîtrise de ses frontières, la maîtrise de son destin, tout cela ne mérite pas une once de confiance. Alors, vous m'entendez? Oui. Qu'il soit de droite ou qu'il soit de gauche. Les Italiens et les Français, M. Ramsey, l'Italien, les Français demandent un aménagement ou des accommodements sur les 3%, et qu'ils les obtiennent, ou que ce soit une négociation, qu'il y ait même une confrontation au moment des européennes pour montrer qu'ils sont capables de bousculer la technocratie de Bruxelles. Je ne sais pas comment vous réagirez, mais est-ce que si vous étiez au pouvoir, qu'est-ce que vous feriez des 3%? Vous les jetteriez par-dessus les moulins? C'est ça, exactement. Vous ne vous sentez pas contre? Non, mais je ne me sentirai plus, si je suis élu, M. El Kabbach, je serai élu pour que la France soit à nouveau la France, un pays libre, dont encore une fois le peuple, le seul souverain est le peuple. Par conséquent, je mènerai une politique économique que j'aurais décidé. Ni Merkel, ni l'Union européenne, ni la Commission européenne, ni M. Barroso, ni M. Juncker, ni n'importe qui. On obtient toujours un délai, donc en fait on est libre. Depuis 2002, à chaque fois, on obtient un délai pour ne pas descendre sous la barre des 3%. Ah, très bien. Mais alors pourquoi les Français subissent l'austérité qu'ils subissent aujourd'hui? Pourquoi on ne cesse d'augmenter les impôts? Pourquoi est-ce qu'on continue à détruire notre croissance en laissant nos frontières ouvertes aux 4 vents? Pourquoi est-ce qu'on laisse la concurrence internationale déloyale détruire nos entreprises? Pourquoi est-ce qu'on met en place les conditions des délocalisations généralisées? Vous voyez bien qu'on n'est pas du tout libre. On voit bien que votre campagne européenne a commencé. Mais la campagne européenne a commencé, c'est dans un mois et demi, monsieur El Kabbach. Mais vous êtes là aussi pour ça. C'est très important tout de même. Pour lancer la vôtre, et puis vous avez des rendez-vous, des meetings, etc. Mais quand on vous écoute, on a l'impression, pardon, vous me dites si c'est vrai ou pas, que vous croyez que vous avez le monopole de la France. Ah, de la France libre, oui. Non, de la France. Ah, de la France libre, oui. Il y a les gaullistes, il y a des socialistes qui se sont battus à différents moments dans l'histoire pour montrer qu'ils étaient partisans d'une France libre. Mais ils sont où les gaullistes? Monsieur El Kabbach, ils sont où les gaullistes? Qu'est-ce que c'est la France libre? Non mais écoutez-moi. Ça veut dire que les autres sont pour l'occupation, la prison. Où sont les gaullistes? Où sont ceux qui portent aujourd'hui la vision d'une France souveraine? La vision d'une France qui ne se met pas à genoux devant les institutions européennes? Où sont ceux-là? Ils ne sont nulle part. Ils ont disparu. Ils se sont liquéfiés. Ils se sont liquéfiés. Donc, les seuls qui aujourd'hui, je suis la France. Les seuls qui aujourd'hui défendent la France, effectivement libre et souveraine, qui veulent maîtriser l'immigration, en avoir le pouvoir, les moyens de décider qui vient en France, qui se maintient en France. Les seuls qui veulent offrir aux Français la possibilité d'adapter leur monnaie, dont ils auraient retrouvé la maîtrise. C'est donc une France abougrie, enfermée dans ses frontières avec sa propre monnaie. Le refus de l'autre, le refus de la diversité. Mais la caricature, quel porte-parole du système vous faites? Pas du tout, j'entends ce que vous dites et je le traduis. La caricature la plus grotesque. Je le traduis calmement. Donc un pays libre, c'est un pays rabougri? C'est ça, monsieur El Kabbach? Qui vit sur ses frontières, qui ne regarde pas le monde à un moment où il y a les puissances du monde qui émergent et qui s'expriment et qui commercent. Monsieur El Kabbach, la mondialisation que vous nous avez vendue est un cauchemar. C'est clair, c'est un cauchemar pour les Français, c'est un cauchemar pour les familles, c'est un cauchemar pour les travailleurs. Vous voulez continuer à les faire souffrir jusqu'où? Jusqu'à quel niveau de souffrance? Jusqu'à quel niveau de souffrance allons-nous continuer dans l'échec de l'Union européenne? La France n'a jamais été aussi puissante que quand elle était libre, que quand elle maîtrisait ses coopérations, y compris économiques avec un certain nombre de pays. Justement, avant la présidentielle, il y aura les élections européennes. Est-ce que tout cela fait
fait partie d'une plateforme que vous proposez à des partenaires allemands, à des partenaires italiens, Bref, à des partenaires pour les européennes. Bref de Marine Le Pen. Il y a énormément de mouvements patriotes qui sont en train de monter en puissance dans toute l'Europe parce qu'ils ont pris conscience qu'il fallait défendre les droits des peuples européens. Or, les droits des peuples européens sont contraires aux intérêts des banques, aux intérêts des puissances financières, aux intérêts de la Commission européenne. Vous serez en mesure d'avoir un groupe? Oui, j'aurai un groupe, j'en suis convaincu, et nous pourrons ainsi, si nous continuons, nous allons être coupés sur iTélé, nous pourrons ainsi empêcher l'Union européenne d'avancer et défendre, encore une fois, l'intérêt de la France et des Français. Merci Marine Le Pen. Dimanche prochain, l'invité du grand rendez-vous à cette place sera Michel Sapin. Il rentrera de Bruxelles et de Washington. Bah voyons.